Voilà, Eric est en train de la lancer. Comme ça, on aura un replay qu'on mettra à disposition pour ceux qui n'ont pas pu se connecter maintenant. Sur les aspects pratiques aussi, on a déconnecté tous vos caméras micro à ceux qui assistent là du côté des classes. Donc c'est normal si vous ne pouvez pas y avoir accès. Par contre, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions. Si vous avez des questions à nous transmettre pendant les présentations des uns et des autres, et à la fin, on va se garder un petit temps pour essayer d'y répondre. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on les garde sous le coude et puis on trouvera un moyen de partager les réponses avec vous. Et donc, du coup, pour resituer aussi enfin les choses, et après on laissera Yann parler. Je m'appelle Francine. J'ai été prof de sciences de la vie et de la terre en collège et en lycée pendant un certain nombre d'années. Et Eric. Moi, je suis professeur des écoles, d'accord? Donc, bah, aussi depuis pas mal d'années. Et on est tous les deux les fondateurs d'une association qui s'appelle Passagers des Sciences. Et on propose des projets pédagogiques qui sont voilà, organisés souvent, enfin le plus possible autour de voyages où on est professeur embarqué. Donc voilà, vous avez l'info sur la diapo. On va être embarqué au Svalbard, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Spitsberg. Sur la carte, c'est le petit rond orange. Donc vous voyez qu'on est assez au nord par rapport à la Norvège. On est à 1000 km du pôle Nord à peu près. Et on va être embarqué sur un navire polaire qui s'appelle le Polar Front. Et Yann, il va nous expliquer toute l'histoire de ce bateau et ce qu'il fait maintenant. Nous, on y sera du 17 au 26 avril de l'année prochaine. Et pendant toute l'année, vous avez le site internet que vous avez sans doute déjà visité un petit peu, où on a proposé des ressources pédagogiques. Il y a un blog, il y a une page Facebook. On va organiser d'autres rendez-vous comme ceux-là dans l'année. On vous donnera les infos au fur et à mesure. Et puis un petit point qui est important aussi, c'est que sur ce site, vous avez un espace justement pour poser des questions. Et ces questions, on les redispatche, on les repropose à des scientifiques qui vont pouvoir y répondre. Donc il y a cette petite partie interactive. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, d'ailleurs, pas simplement des scientifiques, mais aussi tous les gens qui travaillent Oui, euh, dans ces régions polaires. Voilà, donc notamment c'est les personnes sur le bateau et ainsi de suite. voilà. Et aujourd'hui, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous faire connaître le bateau sur lequel on va embarquer, la compagnie qui opère le bateau et quels sont les métiers qui sont à bord. Donc Yann est le fondateur, le cofondateur de la compagnie qui s'appelle Latitude Blanche. Il va tout vous expliquer et après on aura un petit temps d'échange avec Océane qui est matelot à bord, Yann Paul qui est chef mécanicien et si tout va bien, Raphaël et Omblin qui sont guides naturalistes à bord, mais qui sont au Kazakhstan, donc c'est un peu plus compliqué pour eux. Et on verra au fur et à mesure. Du coup, nous, on va couper notre micro et notre caméra, on va passer la parole à Yann. Je fais avancer les diapos. Voilà, avec la première. Allez, c'est à toi, Yann. Bonjour à tous. Bon, je profite pour vous saluer, Eric et Francine, et merci pour votre implication à nos côtés pour faire découvrir les mondes polaires à toute cette jeunesse. Et j'en profite aussi pour saluer les membres de l'équipe avec qui j'ai grand plaisir à travailler, en l'occurrence Yann Paul, Océane, Raph et Omblin, avec un petit clin d'œil, oui, sur la distance, et je les remercie chaleureusement de participer. Vous pouvez peut-être passer sur la diapo suivante que je vois le contenu. Voilà. Donc, on va parler du navire Polar Front dans un premier temps, très rapidement. C'est donc le dernier navire météorologique au monde et on l'a vérifié. Enfin, il y avait déjà très peu de navires météo quand il a été construit, puisque beaucoup de choses ont commencé à s'informatiser et il a vraiment été le dernier. Et même sa carrière s'est arrêtée prématurément, puisqu'après environ 30 ans, il a plutôt basculé sur des recherches sur les taux de CO2 dans l'atmosphère, qui nous permettent aujourd'hui d'avancer là en termes de recherche sur les réchauffements climatiques. Et puis une fois que ces recherches ont été faites, il avait de nouveau plus de travail et l'ancien armateur l'a mis sur un peu d'offshore pétrolier, donc de la surveillance de champs pétroliers
et il était trop gros et inadapté pour ça. Donc il a commencé à être abandonné, enfin abandonné, on s'entend, hein, il a toujours été bien entretenu, mais abandonné en termes d'activité. Il ne travaillait plus ce bateau et il est resté 1 an sans travail jusqu'à ce que, avec Sophie, mon associé, nous le rachetions et commencions à le transformer. Donc nous l'avons racheté en 2017 et on a assuré sa transformation entre l'été 2017 et le printemps 2018. Vous pouvez passer la diapo. Sauf si je peux le faire. Ah si, oui, je peux le faire. Vous voyez quelques photos avant la transformation. Elles sont pas très grandes, donc on va pas trop s'éterniser. Mais c'est un bateau qui, du fait de sa qualité de construction, n'avait jamais été refité, comme on dit dans le jargon maritime. C'est vrai que les navires, souvent, tous les 15 ans, 20 ans, ils font l'objet d'une transformation totale et notamment des aménagements pour les remettre au goût du jour. Et donc, Polar Front n'a jamais été transformé, sauf quand nous l'avons fait. Et c'est pour ça qu'on retrouve sur les photos ce design des années 70. Et étrangement, les emménagements étaient en très très bon état, et ce qui justifie pourquoi il n'avait pas été transformé avant. Et même s'il était en bon état, on ne pouvait pas l'exploiter en navire pour que des gens passent de belles vacances aujourd'hui. Donc, nous avons dû apporter un peu de confort et de déco. Donc là, vous voyez le salon principal ici, une cabine en haut à droite, ensuite la salle à manger, une salle de bain, et puis en bas, une vue du pont arrière, le sauna panoramique avec ce hublot en demi-cercle. Et la dernière photo à droite, c'était le coup de peinture final avant la mise en exploitation. Donc c'était ça en début d'année 2018, où il a été repeint avec ce gris qui est la livrée que nous lui voulions pour l'attitude blanche. Avant ça, il était orange. Au niveau de ses caractéristiques, très rapidement, c'est un bateau qui fait 55 mètres de long, 10 mètres de large, un tirant d'eau de 4 mètres 20. Donc le tirant d'eau, c'est la distance verticale que nous mesurons sous l'eau entre la quille, le point le plus bas de la quille, et la surface de l'eau. C'est bon, pour comprendre plus facilement, en gros, tout rocher qui se trouverait au-dessus de 4 mètres 20, enfin à moins de 4 mètres 20 de la surface de l'eau, Polar Front serait susceptible de le heurter. Donc c'est une donnée évidemment capitale en termes de navigation. Le pavillon français, c'est un choix de la compagnie, c'est un choix coûteux, bien plus coûteux que les pavillons de complaisance, notamment par rapport à l'emploi d'équipage français, à différentes charges sociales, mais c'est un choix éthique de notre part et que nous ne regrettons absolument pas et qui ne changera pas tant que je dirigerai cette compagnie. Au niveau de sa vitesse, 9 nœuds, bon, il peut aller un peu plus vite, mais enfin, c'est pas dans notre intérêt. Et il a une coque renforcée pour les glaces, ce qui lui permet de naviguer en toute sécurité en Arctique. Il embarque 12 passagers et selon les périodes de l'année, il est exploité avec 10 à 12 membres d'équipage. Donc il y a un équipage permanent, on va dire, et je pense là notamment à l'équipage technique, pont et machine. Et ensuite, on adapte le nombre de membres d'équipage du service hôtel et les guides d'expédition en fonction de l'exploitation. Donc, Raph et Ombline vous parleront de leur métier de guide d'expédition polaire. Ils sont deux parce que voilà, l'expédition polaire demande déjà beaucoup de connaissances, invite à beaucoup de conférences et aussi la sécurité de l'expédition. Ils vous parleront des ours, je suppose. Sur la côte de Norvège, nous avons aussi des guides, mais en général, un seul guide suffit pour armer le navire. Voilà une petite photo de l'été dernier de l'équipe. Nous étions tous réunis au Spitzberg, sauf ceux qui sont en congé, bien sûr, puisqu'il y a toujours une partie de l'équipage qui se repose pendant que les autres travaillent. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle des relèves. L'équipe à bord part en vacances et l'équipe à terre vient travailler. Au niveau de l'équipage, les officiers à bord, donc ce sont les responsables du navire, sont le capitaine, bien sûr, le second capitaine, qui est son bras droit et avec qui il partage le quart, c'est-à-dire la conduite du navire, et le chef mécanicien,
Yann-Paul vous expliquera son métier dans la suite de la visio. Au niveau du personnel d'exécution pour les services ponts et machines, on a 2 matelots sur Polar Front. Donc ce sont des personnes qui participent à la mise à l'eau des Zodiacs, aux approvisionnements. Ils assistent aussi les officiers pour la conduite du navire et ils font pas mal de maintenance. Bon, il y a pas mal d'activités à bord, ça ne s'arrête jamais la vie sur un navire. Et nous avons aussi des élèves. Les élèves sont souvent des étudiants ou des stagiaires des lycées maritimes et nous avons grand plaisir à les accueillir à bord pour les former et puis ils contribuent à la vie du navire en apportant de l'aide sur plein de sujets. L'équipe hôtel, donc voici notre illustre chef cuisinier, Cyril, en photo. Donc non seulement Cyril cuisine très bien, mais en plus il a cette capacité à faire ses propres approvisionnements. Là, en l'occurrence, vous voyez un cabillaud gigantesque qu'il avait pêché. Et c'est ça le luxe des petites compagnies et des petits navires, c'est qu'on a quand même pas mal de liberté pour différentes activités et l'équipage s'adonne à des parties de pêche de temps en temps et c'est bien agréable. En plus du chef cuisinier, nous avons un chef steward donc qui encadre le service hôtel et des stewards qui s'assurent du confort des passagers dans leur cabine, au restaurant, au bar. Et puis dans l'équipe viennent les guides d'expédition. Donc ils apparaissent en dernier parce que dans les listes d'équipage officielles, ils sont toujours en bas de liste. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais les derniers, mais pas les moindres, ils sont des personnes essentielles dans l'expédition. Ils encadrent les passagers, assurent leur sécurité et surtout leur montrent toutes les belles choses que les passagers viennent voir en Arctique. Et Raph et Omblin vous parleront bien mieux que moi de leur métier. Ça fait très longtemps que je travaille avec eux et c'est toujours un bonheur. Et voilà, il est temps de passer la parole à Yann-Paul, notre chef mécanicien. Ouais, bah voilà. Salut Yann. Ouais, Bonjour à tous. Du coup, vous m'entendez bien? Comme ça, on préserve un peu. Ouais, une petite seconde, Yann, si ça t'embête pas de couper la caméra et le micro, comme ça on a bien Yann-Paul qui, on est sûr de bien l'entendre. Peut-être on peut te mettre en plein écran d'ailleurs, ça sera plus sympa. Voilà. Oh là là. Mais non, derrière le... Ne t'inquiète pas. Écoute, on va te laisser te présenter, puis d'abord peut-être expliquer ce qu'est le rôle et ce que tu fais à bord en tant que chef mécanicien. Ok. Donc, je m'appelle Yann Paul, j'ai 30 ans et je suis le chef mécanicien du Polar Front. Donc, en gros, moi, je m'occupe, on va dire, de tous les aspects techniques du bateau. Donc, ça va être tout d'abord la propulsion. Donc, nous, on a un gros moteur diesel qui fait tourner l'hélice. Donc, il faut gérer cet aspect-là, beaucoup d'électricité, de l'hydraulique aussi. Donc en fait, je m'occupe vraiment de toute la partie technique du navire et ça couvre différents domaines quoi. Donc je fais à la fois, on va dire, de la maintenance préventive, c'est-à-dire que au bout de tant d'heures de moteur, je sais qu'il va falloir, je sais pas, changer des filtres ou ce genre de choses, et aussi parfois résoudre des pannes. Donc voilà. Pour Le bateau avance, c'est ça? Pardon? Ouais, il faut faire en sorte que le bateau avance et qu'on ait de la lumière aussi. Et du chauffage aussi, ouais. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de petits systèmes à bord et tout le bateau en fait est un système avec plein de sous-systèmes et voilà, il faut gérer tout ça quoi. Donc c'est un boulot très intéressant. Il y a combien de moteurs sur le Polar Front? Alors, on a un moteur principal pour la propulsion en fait, donc
C'est vraiment un moteur diesel qui entraîne une hélice, enfin qui entraîne une ligne d'arbre et derrière une hélice qui fait avancer le bateau. Et après, on a 3 petits moteurs qui servent à produire de l'électricité, donc des groupes électrogènes. Plus un dernier moteur aussi qui sert ce qu'on appelle le propulseur d'étrave. Donc c'est une petite hélice qui est à l'avant du bateau qui permet de garer, on va dire, le bateau plus facilement. Donc en tout, il y a 4 moteurs à bord et après il y a d'autres types de systèmes. On a un système qui permet de produire de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Et donc il y a ça, il y a pas mal d'autres choses aussi. Il faut retraiter les eaux usées, il faut donner de la puissance à la grue pour mettre à l'eau les zodiacs. Il y a aussi un petit peu de maintenance sur les zodiacs, donc il y a plein de choses à faire. D'accord. Et est-ce qu'on peut imaginer, ça fait combien équivalent de moteur de voiture, le moteur du bateau? On a une idée? Alors le moteur du Polar Front, il est pas très très puissant, il fait à peu près, on va dire, 1000 chevaux. Donc ça fait 10 voitures, quoi. Donc c'est pas énorme. Après, pour comparer, avant je bossais sur des gros porte-conteneurs là, donc qui transportent jusqu'à 10, 15, 20 000 conteneurs. Et là, les moteurs font 100 000 chevaux environ. Donc c'est déjà 100 fois plus puissant que le Polar Front, et on va dire que c'est 1000 fois plus puissant qu'une voiture. Et ça fait quelle taille à peu près? Le moteur du Polar Front, là, on va dire, il fait à peu près, je pense, 2 mètres de haut pour, on va dire, 1,50 m de large, 2 mètres de large et environ 4-5 mètres de long, je pense. Donc en fait, il est assez imposant pour la puissance qu'il développe, en fait. C'est-à-dire que maintenant, dans 2-3 gros hors-bord, vous pouvez avoir la même puissance sur un volume beaucoup plus petit, mais c'est un moteur qui est assez ancien et assez robuste et assez fiable. Donc c'est pour ça qu'il est assez gros. Il pèse 22 tonnes le moteur. Alors je vois qu'il y a plein de questions. Est-ce que vous voulez... On va te les reposer si tu veux, comme ça c'est plus simple. Ouais. Donc est-ce qu'ils sont polluants ces moteurs, ou ils sont quand même il y a des systèmes... C'est des moteurs diesel, donc ils sont polluants comme un moteur de voiture, on va dire, quoi. Enfin, rapporté à la puissance, quoi. En gros, ils produisent du CO2 comme les moteurs de voiture, quoi. Et nous, on est, à la différence des gros navires, on utilise comme carburant du gasoil qui est quasiment le même que celui qu'on utilise dans nos voitures. Donc, il n'est pas plus polluant que du gasoil de voiture. Par contre, sur les gros navires, là, en général, on utilise du fioul lourd, et ça c'est plus polluant en termes de rejet type comment ça s'appelle, de soufre et d'azote, en fait, d'oxyde d'azote. Mais celui-là, c'est un moteur diesel classique, en fait. Donc c'est polluant comme un moteur diesel. Okay. Est-ce qu'il y a un risque que le moteur puisse se geler puisqu'on va naviguer près de la glace? Ouais, en fait, il tourne très souvent déjà, et en fait, dans la machine, vu qu'il y a toujours d'autres moteurs qui tournent, il y a par exemple forcément un moteur, un générateur d'électricité. En fait, il fait jamais très très froid dans la machine, mais et en plus, on a un système de réchauffage du moteur, donc il n'y a pas de risque qu'il puisse geler. Il y avait une question, aussi, il y a plein de questions sur le fonctionnement du bateau, mais moi j'en ai repéré une qui demandait depuis combien de temps tu fais ce métier, et peut-être tu peux expliquer aussi quel type de parcours ou d'école on fait pour devenir chef mécanicien. Ouais, alors là ça fait 2 ans, ça fait quasiment 2 ans tout pile que je travaille à bord du Polar Front comme chef mécanicien. Et donc avant ça, j'ai travaillé dans d'autres compagnies qui n'étaient pas du tout des compagnies de navires à passagers. Donc j'avais bossé à la CMA CGM là sur des gros porte-conteneurs. Et avant, j'avais bossé dans une boîte qui s'appelle Bourbon et qui fait notamment du remorquage. Donc il y a un bateau qui est assez connu qui s'appelle l'Abbaye Bourbon. Enfin moi, j'ai pas navigué sur celui-là, mais voilà. Et donc là, c'est mon premier poste en tant que chef mécanicien. Et avant, j'ai été lieutenant mécanicien en gros. Et donc
pour en arriver là, j'ai fait ce qu'on appelle l'École nationale supérieure maritime, qui avant s'appelait l'École nationale de la marine marchande, mais c'est pareil. Et donc, c'est une école post-bac avant, c'était un concours pour rentrer. Maintenant, je crois que c'est sur dossier depuis cette année. Et donc, il vaut mieux faire un bac S. Voilà, c'est ça. C'est une école d'ingénieurs. Et donc, c'est en 5 ans environ. Et quand on sort de là, on est diplômé. On peut naviguer comme lieutenant sur tout type de navire de marine de commerce. Donc, ça peut être des ferries, ça peut être des cargos, voilà. Et ensuite, petit à petit, on peut monter les échelons dans la hiérarchie, on va dire. Et donc, l'école que j'ai faite, elle permet à la fois de travailler au service machine, donc tout ce que je racontais là, toute la partie technique, et aussi à la passerelle, donc c'est-à-dire conduire le bateau en gros et s'occuper de la sécurité à bord et de la navigation, donc tracer les routes sur la carte, tout ça. Donc moi, j'ai les 2 diplômes, mais maintenant, je fais quasiment que de la machine. Oui, il y a encore une des petites questions. C'est d'abord, est-ce que le bateau il s'arrête pour prendre de l'essence? Hein. Et puis, deuxième question, c'est tu peux nous expliquer un petit peu comment il fait pour avancer? C'est quoi le principe de propulsion du bateau? Ouais. Alors oui, le bateau est obligé de s'arrêter de temps en temps pour faire le plein. Donc on a pas mal de réservoirs en fait qui sont intégrés à la structure du navire. Hein. C'est pas des, c'est ça fait partie de ça fait partie de la coque quoi. Et donc j'ai vu qu'il y avait aussi comme question combien on recharge. En gros, on peut prendre à peu près 200 mètres cubes de gasoil. Donc ça fait 200 tonnes en gros, 200 tonnes de gasoil. Ce qui laisse une grosse autonomie. Là, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça nous laisse une bonne autonomie. Et je me rappelais plus de l'autre question. C'était, tu te rappelles un petit peu comment il fait pour avancer? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule hélice? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Où est Ouais, située ouais. l'hélice? Donc l'hélice, donc là, c'est un bateau, comme on dit dans le vocabulaire officiel, c'est un navire à propulsion mécanique. Donc en gros, c'est une hélice qui tourne dans l'eau, qui crée la poussée qui permet de faire avancer le bateau. Donc en gros, on a un moteur diesel qui tourne tout le temps à la même vitesse. Ce moteur, il fait tourner un arbre, quoi. Il fait tourner une grosse tige en acier. Et au bout de cette tige, il y a une hélice. Et en fait, l'hélice, on peut régler l'angle des pales de l'hélice. Et plus on va mettre de l'angle sur ces pales, plus ça va pousser fort et plus ça va pousser le bateau soit en avant si on met l'angle des pales vers l'avant, soit en arrière si on met l'angle des pales de l'hélice vers l'arrière. Donc on a une hélice et un moteur pour faire avancer le bateau. D'accord. Est-ce que ça fait combien de fois que vous êtes allé en Arctique? Euh, et, en fait, je suis allé 2 fois en Norvège, donc au nord du cercle polaire, mais je suis allé qu'une seule fois au Spitzberg et c'était cet été. Parce qu'avec le Covid, on a un petit peu moins navigué l'année dernière, quoi. Oui, forcément. On a quelques questions Ah qu'on oui. posera soit au matelot, soit au guide. Ah bah, il y en a D'accord? une qui est une petite dernière peut-être. Est-ce que tu as déjà affronté une grosse tempête? Ouais, ouais, ouais. Sur le Polar Front, on a été, en fait, quand on fait des croisières, en général, on se débrouille pour rester à l'abri dans les fjords et tout ça quand il y a du mauvais temps. Mais l'année dernière, enfin même en février 2020, ouais, quand on a redescendu le bateau de la Norvège vers Boulogne pour aller faire un arrêt technique. Et là, on a eu plusieurs jours de mauvais temps, ouais, donc avec des mers assez formées. Donc on dort pas très bien. Mais le pire que j'ai vu, c'était quand je bossais chez Bourbon là, donc j'étais au sud de l'Afrique du Sud. Et là, il y avait ouais une quinzaine de mètres de houle et on dormait pas très bien. Et on a encore une petite dernière question. Est-ce que tu connais le poids du bateau? Combien il pèse? À peu près 1000 tonnes. À peu près 1000 tonnes.
peux répéter, on n'a pas bien compris. À peu près, il fait à peu près 1000 tonnes. 1000 tonnes. D'accord, super. Est-ce que, oui, peut-être, on va peut-être poser la dernière, c'est est-ce qu'il peut avancer dans la glace, le bateau? Et comment il fait? Ouais, alors nous, on n'est pas tout à fait un navire brise-glace. On a la capacité d'avancer dans de la glace, mais qui est déjà un petit peu, on va dire que c'est pas la banquise totalement fermée, quoi. On peut naviguer entre des petits morceaux de banquise, pousser des petits morceaux de banquise, mais on peut pas briser la glace comme le font les gros brise-glaces. Donc nous, ce qu'on fait en fait quand on navigue dans la glace, c'est que en fait devant nous, on va avoir la mer avec plein de petits morceaux de banquise et on va essayer de les éviter au maximum, quitte à pousser des petits morceaux. Mais ça va pas aller plus loin que ça. Par contre, les vrais gros brise-glace, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils ont l'avant du bateau qui est un petit peu en pente, ce qui fait qu'ils peuvent monter sur des morceaux de glace. Et une fois qu'avec leur poids, ils vont casser la glace et avancer comme ça, en fait, en montant, en cassant la glace. Mais il faut beaucoup, beaucoup de puissance pour arriver à faire ça. Et nous, on n'a pas on n'a pas la coque et la puissance pour briser vraiment la glace. On peut naviguer dans de la glace un petit peu ouverte. Super, merci Yann-Paul. On va donner la parole à Océane qui va nous Yes. rejoindre. Merci beaucoup Yann-Paul. Et De rien. peut-être si tu as le temps de rester connecté ou pas, si on a du temps à la fin, on refera une petite session de questions ou à Yann, Ok. mais et en fonction de ta disponibilité. Mais on va laisser Océane peut-être Se connecter. connecter sa vidéo et son micro. Si Yann a quelque chose à ajouter le temps que Océane se connecte, il ne faut pas hésiter. Océane arrive. Salut Océane. Bon, Voilà, donc on remercie Yann-Paul qui était chef mécanicien sur Polarfront, et on accueille donc Océane qui est matelot sur Polarfront, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous, à toute la France. Bonjour Yann. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu c'est quoi le métier de matelot, et puis qu'est-ce qu'on fait comme études pour devenir matelot, et ton parcours, un petit peu tout ça, quoi. D'accord. Alors, je m'appelle Océane, j'habite à l'île de Groix, c'est une toute petite île en face de Lorient, donc en Bretagne Sud. Et donc, je suis matelot à bord de Polarfront en partie. J'ai fait le lycée maritime, donc il y en a plusieurs en France. Et donc, du coup, c'est un bac pro. Donc, on peut choisir ou bien le bac pro pont ou bien le bac pro machine. Pour ma part, j'ai choisi le bac pro pont. Et c'est assez sympa parce que c'est un cursus où on a pas mal de stages à faire. Donc, c'est plutôt chouette pour entrer dans les entreprises. Et donc, pour pouvoir devenir matelot, il y a plusieurs portes d'entrée. Donc, on peut soit choisir de devenir matelot en étant adulte. Donc, il y a des formations exprès pour les adultes. Ou sinon, en étant jeune. Donc, là, c'est plutôt le cas aujourd'hui. On peut choisir de faire ce bac pro. Donc, c'est assez chouette. Et au fur et à mesure des années, on peut décider ou pas de persévérer et donc d'aller à la grande école. Je sais pas si j'ai pas trop répondu. Si, donc si je résume, tu as fait un lycée qui est un petit peu particulier, qui n'est pas ce qu'on appelle la filière générale. Donc, tu avais des cours qui sont liés au métier de la marine. Et est-ce que tu peux peut-être juste nous réexpliquer quand tu as parlé des métiers du pont ou des métiers machines? Yann-Paul a un petit peu dit tout à l'heure, mais tu peux nous rappeler en fait, en gros, c'est quoi ces deux familles de métiers? Alors, les deux familles de métiers, donc il y en a. Donc, quand on est équipage à la machine, donc on est sous les ordres du chef mécanicien, donc de Yann-Paul en partie. Pour ma part, j'ai plus choisi le pont. Et donc, c'est travailler à la passerelle. Donc, on peut, il y a plusieurs choses à faire. Donc, je peux pas trop expliquer pour Polarfront parce que je l'ai fait que en arrêt technique. Mais sur les autres navires, par exemple, sur la compagnie où je suis actuellement, il y a deux types de matelots. Donc, il y a ceux qui travaillent à la journée et ceux qui font le quart.
Et donc, pour ceux qui travaillent à la journée, c'est plus de la maintenance du navire, entretenir le navire, l'améliorer, etc. On aide les officiers, enfin, à faire ça. Et donc, le matelot de quart, c'est en grande partie, donc moi, c'est ce que je suis actuellement, c'est être les yeux et les oreilles de la passerelle. Donc, il y a un officier qui est là et nous on l'aide entre guillemets à voir ce qu'il y a sur l'eau. Euh, voilà, on annonce tout ce qu'on voit et voilà. C'est beaucoup de surveillance, tu te dis. Donc, tes outils de travail, ça va être quoi? Tes yeux, tes Bah, oreilles? voilà, en matelot c'est les yeux et les oreilles, mais selon notre officier on peut aller voir. Donc l'officier travaille avec un radar, avec l'EC10, donc c'est une carte marine. On a la carte papier aussi et c'est plutôt intéressant. Ouais. Est-ce que pour ceux qui ne sont pas trop habitués, c'est quoi le quart? Tu peux nous expliquer? Alors le quart, disons qu'il y a toujours, sur un navire, il y a aucun moment où tout le monde dort. Il doit toujours y avoir des personnes éveillées. Et donc à la passerelle, donc il y a un officier et un matelot. Et donc on travaille par ça dépend des navires, mais globalement, généralement, c'est par tranche de 4 heures, donc 2 fois 4 heures. Et donc on est à la passerelle et on doit toujours analyser ce qui se passe sur l'eau, pour voir s'il y a d'autres navires, pour voir s'il y a, je sais pas, des choses dans l'eau. On doit toujours vérifier à la bonne navigation du navire. C'est ça. Ça veut dire que quand on fait le quart, c'est qu'on travaille de nuit, en fait, ou pas On automatiquement. peut travailler de nuit. Oui, oui, on travaille de jour et de nuit. C'est D'accord. ça. Et redis-voir aussi ce qu'est la passerelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de savoir comment c'est fait un bateau. Alors, la passerelle, c'est là où je pense que tout le monde a déjà vu un bateau, ne serait-ce qu'en photo. C'est là où il y a c'est là où il y a les vitres et c'est là où on voit tout ce qui se passe sur l'eau. C'est là où tout se passe la partie navigation autre que la machine. Tout ce qui est D'accord. visuel, tout du moins. Parce que c'est là où on conduit le bateau. C'est là où on conduit le bateau, c'est ça, Est-ce que c'est de là exactement. qu'on Ouais. on conduit? D'accord. Donc, est-ce que J'ai pas toi, matelot, entendu. tu peux conduire un bateau? Est-ce que toi, Ah en non, tant que matelot, tu peux euh, conduire un bateau? non. En tant que matelot, non, on est là pour aider, si je puis dire. On est là pour être les yeux et les oreilles et faire les choses qu'on nous demande de faire, par exemple les points sur la carte ou pas mal de choses. Mais en tant que matelot, non, on n'a pas la responsabilité. On peut décider de la prendre un jour en continuant les études, mais en tout cas pour le lycée maritime, parce que je sais qu'il y a des lycées là connectés. Si jamais vous voulez faire le maritime, etc., vous pouvez toujours y accéder et vous pouvez passer. Donc il y a plus au pont, disons qu'il y a 5 diplômes au pont. Et si moi j'ai passé les 3 premiers, disons. Et en fait, on peut, pour le coup, là, oui, on peut conduire le bateau, mais c'est des bateaux beaucoup plus petits que le Polar Front. D'accord. D'accord. Et ouais, Que- vas-y. Et quand tu es embarqué, la partie où tu es embarqué sur le bateau, en général, vous partez pour combien de temps? Un mois, 2 mois? C'est quoi le rythme de travail? Sur Polar Front, ça peut être, il me semble que c'est 2 mois ou 3 sur Polar Front en tant que matelot. Mais sur d'autres navires, ça peut être, on peut décider. Ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a vraiment un bel éventail de métiers selon les compagnies. C'est qu'on peut soit décider de partir à la journée, soit à la semaine. Donc quand on part à la semaine, on travaille une semaine, on a une semaine de congé. Soit partir 15 jours et être en congé 15 jours, soit au mois, soit tous les 2 mois. Moi, actuellement, je fais 3 semaines, 3 semaines. 3 semaines à bord, 3 semaines à terre. Et à partir de quel âge on peut faire partie d'un équipage de bateau? Et toi, ça fait combien de temps que tu es matelot? Alors, je pense qu'on peut, en général, donc le lycée, ça se termine vers 17, 18 ans. Donc, je pense que vers cet âge-là, on peut commencer à travailler sur les navires. Et on peut bien évidemment le faire avant en stage. Et pour ma part, moi, ça fait pas très longtemps parce qu'avant de faire le lycée maritime, j'ai travaillé en restauration, dans l'animation.
en France et en Espagne. Et après, j'ai décidé donc de me mettre au maritime. Donc, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu passer par le bac pro maritime quand même. Donc, même s'il y a des personnes assez âgées ou qui disent ah, j'ai déjà 19 ans, c'est pas grave, il n'y a aucun problème parce que moi, j'ai commencé à 19 ans. Donc, j'ai fait de 19 ans, donc j'ai fait les 3 ans d'école. Et donc là, ça fait 1 an que je travaille vraiment dans le monde des études. C'est s'il y a un membre de l'équipage qui tombe malade, si par exemple ton chef tombe malade, qu'est-ce qui se passe sur le bateau? Alors, si mon chef tombe malade, un autre chef appellera pour le maritime. On a une base, c'est l'hôpital de Purpan, donc c'est basé à Toulouse. Et en fait, quand il se passe quelque chose de médical, on les appelle. Et à savoir que aussi bien les matelots, mais les officiers encore plus, disons qu'il y a 3 diplômes médicaux où on a des bases et donc les officiers qui eux ont le 3e, ils ont des bases médicales, donc ils peuvent intervenir selon ce qu'a la personne et selon on appelle aussi donc l'hôpital de Purpan qui nous assiste réellement, enfin au niveau visio, mais du coup ça fait une vraie aide médicale. Et si c'est très très grave, on peut dérouter le navire ou apporter un médico. Il y a beaucoup de solutions. Une dernière question peut-être, parce que le temps file à toute vitesse. Il y a combien de matelots à bord de Polar Front? Combien vous êtes dans la passerelle? À bord de Polar Front, on est 2. Donc il y en a un qui est Pontus, donc qui fait le pont, il me semble, c'est ça. Et il y en a un qui est polyvalent, donc qui va aller avec Yann Paul et au pont. Il me semble que c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Je l'ai pas encore fait en navigation, mais c'est ça. D'accord, super. Eh ben, merci Océane. Donc on comprend que tu commences ta carrière à bord de Polar Front. On espère qu'on te croisera au mois d'avril. Je ne sais pas si ça correspond à une période où tu seras à bord. On verra. On croise les doigts. Et puis écoute, pareil, reste peut-être connecté si on a d'autres questions. Si on va se garder peut-être un petit temps pour collecter d'autres questions sur la fin, mais qu'on essaye d'avoir aussi Raphaël et Ombline qui nous expliquent un petit peu leur rôle à bord. On te laisse, on te dit, enfin, Oui, tout de suite peut-être, et on demande à Raphaël et Ombline de se connecter. Alors, Raphaël et Omblin, ils sont au Kazakhstan, si j'ai bien suivi. Donc, c'est pas tout près. Voilà, ils vont se connecter. Mais il y a une petite barre verte à côté de leur Voilà. connexion. Voilà, génial, ça Super. marche. Donc déjà, la première des bonsoir. choses à comprendre avec leur métier, je pense, c'est que comme ils sont au Kazakhstan, on va les retrouver en Arctique. C'est que quand on est guide naturaliste, on voyage, je pense. C'est la première des remarques qu'on peut faire. Bah, même chose, on va vous demander peut-être de vous présenter, d'expliquer ce que vous faites quand vous êtes à bord de Polar Front. Et puis après, on va voir. On posera d'autres questions. Et commençons par ça déjà. Eh ben, bonjour à tous. Moi, je suis Raphaël et puis avant d'être guide, je suis naturaliste. Depuis tout petit, ça veut dire que j'ai jumelle autour du cou et que j'observe tout ce qui vit, tout ce qui bouge. Les oiseaux d'abord et puis après, ça a été les papillons, les insectes, les chauves-souris, etc. Et c'est ça qui m'a amené sur le terrain du tourisme ensuite. Mais à la base, je suis naturaliste. Et donc moi je m'appelle Ombline, moi j'ai plutôt commencé par le terrain et je suis guide finalement de terrain et guide naturaliste. Alors on est loin et notre connexion n'est pas forcément très bonne, on va espérer que la vidéo marche et le son marche. On s'excuse d'avance si ce n'est pas le cas. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Super, merci. On vous fera signe si jamais il y a le moindre souci, mais tant que tout va bien, on vous laisse expliquer. Ok, super. Et donc nous, notre métier, on est donc guide naturaliste. On a un très grand plaisir à travailler à bord du Polar Front. C'est un petit bateau, une petite unité, une excellente ambiance. Donc c'est vrai que pour nous, c'est toujours très agréable d'y être. Et notre objectif dans notre métier, c'est vraiment d'expliquer la nature aux passagers, ou d'expliquer plutôt ce qu'ils vont découvrir, ce qu'ils vont voir. Donc c'est la nature, mais c'est pas uniquement la nature, parce qu'au Spitzberg, il y a une très grande variété de thèmes qu'on peut aborder, puisqu'il y a beaucoup d'histoires aussi. Évidemment des animaux, de la glace, tout ça. Donc nous, notre objectif, ça va être vraiment
d'amener à faire comprendre aux passagers ce qu'ils ont autour d'eux pour éveiller leur conscience et pour leur apprendre des choses. Et en plus de ça, on gère aussi la sécurité. Effectivement, il y a l'ours polaire qui représente une menace potentielle, mais jusqu'ici, dans la plupart, sinon tous les bateaux, en tout cas ceux où on a travaillé, il n'y a jamais eu de problème. Et puis, on gère aussi l'itinéraire. Quelqu'un posait la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'il y a un tracé à l'avance des endroits où on va aller. Le tracé, c'est le Spitzberg. Et là-dedans, avec notre expérience, nos connaissances, ce qu'on veut montrer, ce qu'on a vu, les conditions météo et tout un tas de paramètres, la vitesse du bateau, etc., les conditions de glace, eh bien, on va se rendre à tel ou tel endroit pour avoir une expérience de croisière la plus complète et optimale possible pour les passagers. Et c'est vrai que cet itinéraire, il va vraiment se construire au fur et à mesure du voyage. Il est très rarement figé au début et il se construit évidemment avec le commandant, le capitaine à bord, le second capitaine avec qui on discute énormément des possibilités, de nos connaissances respectives, etc. Donc c'est vrai que pour nous, le Spitzberg, notre point de départ, c'est Longyearbyen, c'est la capitale de cet archipel où les gens arrivent en avion. Et de là, on part et on sait qu'on part pour une durée déterminée avec un retour obligatoire tel jour. Et tout le reste, il va se faire au fur et à mesure. On va le construire. Et vraiment ça, en fonction des aléas météo, mais aussi en fonction de ce qu'on a déjà vu et ce qu'on aimerait montrer aux gens. Et évidemment, une des premières attentes des passagers, ça va être l'ours polaire. On vient aussi en Arctique en espérant en voir. Et ça, c'est une très grosse partie de notre métier. Ça va être de les chercher, de les observer. Donc, on passe beaucoup de temps dans cette fameuse passerelle dont vous avez entendu parler jusqu'à maintenant, donc dans ce poste de pilotage, ce poste d'observation. Et nous, quand on n'est pas à terre, on passe beaucoup de temps au niveau de la passerelle à scanner avec nos jumelles en espérant voir des ours. Et après, la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a décidé des endroits où nous irons, donc on se fixe des heures qui vont être toujours adaptées en fonction de la vitesse et en fonction aussi de ce qu'on rencontrera sur le trajet. Si on rencontre, j'en sais rien, des baleines, évidemment, on s'arrête et on observe les baleines. Et après, on va débarquer du bateau à l'aide de Zodiac. Donc, c'est des bateaux pneumatiques qui sont super. En plus, on a à bord du Polar Front des super chouettes, super spacieux, agréables. Donc, on embarque, vu qu'il y a 12 passagers, en général, on embarque 6 personnes par Zodiac. Et on part soit pour débarquer. Donc, c'est là qu'on va atteindre la côte. Il y avait cette question tout à l'heure. Comment on fait pour arriver sur la côte? On met l'ancre, le bateau met l'ancre et nous on part en Zodiac, on accoste sur le bord de la plage et on part marcher, se balader, observer diverses choses. Donc ça c'est une partie, ça va être la partie débarquement où notre objectif ça va être aussi de marcher à terre. Nous on aime ça, on aime marcher, on aime faire découvrir et comme il y a plein de vestiges historiques, on va avoir plaisir aussi à aller les voir, on va avoir plaisir à aller se promener dans la toundra pour expliquer les fleurs, les insectes qu'on va pouvoir trouver. Et après, il y a toute une partie aussi où ça va être des balades en Zodiac, où là, on reste dans le Zodiac, on reste dans notre embarquement pneumatique et on va longer un glacier, se balader au milieu des icebergs, tout ça avec toutes les mesures de sécurité qui vont bien, vous imaginez bien. Et donc, on s'approche de tout ça pour essayer d'expliquer, pour montrer de façon très concrète ce qu'il y a autour de nous. En fait, on est des interprètes. L'émotion sera vécue par le passager. Et on essaye, on espère l'augmenter et augmenter comme ça son expérience en lui apportant de la connaissance et en lui faisant voir ce qu'il y a derrière les choses, derrière l'émotion et derrière les apparences. Et c'est comme dans un musée face à un tableau. Quand on voit un tableau qui nous parle pas trop, quelqu'un vient nous dit ah tu as vu ça, et l'auteur il a fait ça et ça. Tout d'un coup le tableau nous paraît beaucoup plus beau. Ça c'est notre rôle. C'est ça qu'on aime. Et après vous avez peut-être des... J'ai vu que tu répondais à toute allure aux questions du chat. On va quand même en prendre une pour que vous nous expliquiez en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de questions évidemment sur les animaux qu'on peut rencontrer là-haut dans le Grand Nord. Alors est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ce qui est le plus attendu, le plus courant, de ce qu'on observe là-haut, Alors là, si on part vraiment sur le Svalbard, parce qu'on va pas trouver les mêmes animaux partout en Arctique, mais si on parle du Svalbard, donc où vous allez venir et dont on aimerait parler aujourd'hui, il y a l'ours polaire qui est vraiment le symbole même du Svalbard. Donc l'ours polaire, vous avez beaucoup de rennes aussi, c'est une sous-espèce de renne qui est assez court sur pattes, très trapue, donc on voit assez régulièrement et assez facilement des rennes, des renards polaires pour les mammifères, on voit aussi des phoques, éventuellement des morses.
Des baleines Des et baleines plein d'oiseaux. régulièrement et beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Ouais. On a des très, très grandes colonies d'oiseaux et ça, c'est vrai que c'est toujours sympa d'aller les visiter, d'aller les voir. Et on nous demande aussi beaucoup si les passagers, vous, nous, si on va toucher les animaux ou si on va leur donner à manger. Et non, on essaye d'être vraiment spectateur, c'est-à-dire d'interférer le moins possible avec l'environnement. Donc évidemment pas de déchets, on rejette rien, ni le bateau ni nous, on ne prélève rien. On essaie vraiment, comme on dit en général, de laisser pour seule empreinte. La seule chose qu'on laisse, ce sont nos empreintes. Et la seule chose qu'on prélève, ce sont des photos et des souvenirs. Voilà. Donc on ne touche pas les animaux, on ne les approche pas ou le moins possible, on les stresse pas, on n'a pas d'interaction, on est vraiment là pour s'émerveiller devant eux sans les stresser. Et aussi, on pose la question aussi, est-ce qu'on risque de voir des animaux blessés ou mal au point ou est-ce que le bateau peut blesser les animaux? Alors, on peut en voir des animaux blessés ou mal en point, mais en fait, ça nous arrive pas tant que ça d'en voir. Et est-ce que le bateau peut en blesser? Ben, on va dire que déjà le Polar Front avec ses 9 nœuds, il y va tranquillement. On a toujours des gens qui regardent à la passerelle, donc s'il y avait des baleines, on leur foncerait pas dessus. Et globalement, les animaux, ils ont quand même une très grande conscience de leur environnement, et donc ils nous entendent arriver bien avant qu'on ait le temps de les voir. Donc on va dire que normalement, ils nous évitent. Après, on n'est jamais à l'abri d'avoir un accident. Moi, j'en ai jamais connu. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans les régions polaires et j'ai jamais eu d'accident, par exemple, de collision avec un animal. Donc, par contre, ce qu'on peut observer, c'est un animal blessé à terre, par exemple, qui a été blessé par une attaque d'un prédateur. Bah ça, on va rien faire. On va ni l'achever, évidemment, et puis on va pas intervenir. Ça fait partie de la nature. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, mais moi, ça m'est arrivé assez peu. Je sais pas, toi, Raph, dans ton expérience, si tu as déjà vu des animaux blessés, mais moi, ça m'arrive pas tant que ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et effectivement, là, on essaye, bon, on intervient comme on peut, quand on peut, mais ouais, c'est pas en général. Après, ça arrive parce que le Svalbard est une zone de pêche énorme, donc quelquefois, il y a des filets de pêche qui pourraient, mais une fois de plus, moi, ça m'est jamais arrivé, Non. être entouré sur un animal. Peut-être qu'on irait, si c'était un oiseau, peut-être qu'on irait intervenir, mais on n'ira jamais toucher un morse pour le défaire de son filet. Donc, globalement, non, on laisse les choses faire. Encore une petite question qui était arrivée via le site et qui me paraît originale. Est-ce qu'on peut voir des insectes au Svalbard? Parce qu'on parle souvent des gros animaux, mais il y en a qui s'intéressent aux insectes. Il y a une belle diversité et de fleurs. Il y a beaucoup de fleurs au Svalbard, magnifiques en juillet quand elles fleurissent. Et les insectes, il y en a beaucoup, effectivement. Il y a 3 espèces de pucerons. Il n'y a pas de fourmis, mais il y a un moustique ou 2 en espèces. En nombre, ils sont jamais abondants. Il y a pas mal de papillons de nuit, bizarrement, mais aussi de jour, qui volent le jour, puisqu'il fait jour en permanence. Voilà, il y a des étrangetés comme ça. Évidemment, rien de comparable avec la belle diversité qu'on a sous nos latitudes. Mais quand même, on peut... en cherchant bien aussi, c'est pas non plus super évident, mais en cherchant bien, on en trouve. Ok. Juste, vu que là aussi l'heure tourne, on voulait proposer quand même à Yann s'il avait quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit jusque-là. On va couper notre caméra alors. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'avoir réussi la connexion depuis le Kazakhstan. Attends. Yann, si tu veux parler, voilà, super. Tu veux reprendre, je sais pas, les diapositives un petit peu après ou comme tu veux. Allons-y. Ou compléter, s'il y avait des choses que tu avais envie de compléter par rapport à ce qui a été dit par ton équipage. Non, c'était très bien. Ouais, voilà, il y avait encore quelques diapos que vous aviez préparés sur quelque chose qui s'appelle l'attitude verte. Alors peut-être tu peux en dire un mot pour conclure, ça conclura bien la session. Oui, tout à fait. Donc l'attitude verte, bon, je vous passe le petit jeu de mots avec l'attitude blanche. L'idée
l'idée, c'est de s'inscrire au maximum dans la mouvance générale de réduction d'impact des activités humaines sur la nature et notamment sur les pôles qui sont des régions particulièrement sensibles. Il y a, bon, tout d'abord, nos voyages ne permettent, enfin, n'offrent pas seulement aux passagers la possibilité d'en prendre plein les yeux en termes de faune et de paysage, mais aussi ce sont des voyages culturels et d'où l'importance des guides d'expédition à bord, c'est-à-dire que chaque jour, des conférences permettent de sensibiliser les passagers aux enjeux des régions polaires en termes d'environnement et c'est bien plus efficace d'être sur place et de se rendre compte de beaucoup de phénomènes et de s'intéresser à la glaciologie, à la météo et à tout ce qui se passe là-haut pour réduire l'impact que nous pouvons avoir quand nous sommes chez nous. Parce que finalement, c'est pas le peu de tourisme dans les régions polaires qui pose un vrai problème, c'est l'attitude que nous pouvons avoir chacun chez soi. Et souvent, je dis que nos passagers, quand ils rentrent chez eux, ils sont un peu moins motivés à prendre leur voiture pour aller chercher une baguette de pain à 500 mètres. Et notre objectif, c'est de les faire y aller à pied. Alors, je ne sais pas si ça marche à tous les coups, mais c'est vrai que quand on rentre dans un voyage polaire et où on a vraiment compris l'enjeu pour la planète du changement climatique, c'est motivant. Donc, l'attitude verte, c'est cet objectif de sensibilisation des passagers. L'équipage, évidemment, et toute l'entreprise s'implique pour réduire l'impact des expéditions. Et on a différentes chartes, différents systèmes de procédures qui permettent de réduire l'impact du navire. Et nous essayons, avec les moyens du bord et les moyens de l'entreprise, chaque année de réduire l'impact. Alors, ça peut être limiter la consommation électrique de certains équipements ou limiter les pertes de chaleur sur d'autres. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer l'action de Yann Paul en ce sens, qui a eu plusieurs idées très pertinentes et que nous sommes en train de mettre en place pour réduire l'impact du navire. Je regarde ce qu'il y a après. Voilà, oui, ça tombe bien, c'est de ça dont je voulais parler. La décarbonisation de Polar Front, donc bon, c'est un mot qui signifie voilà, réduire les émissions de CO2 et nous sommes en train de nous lancer activement dans la remotorisation du navire. Pas plus tard que ce matin, j'avais encore un rendez-vous avec un chantier naval. C'est un très gros projet, mais qui est déjà bien avancé. Et l'idée, c'est de remplacer la motorisation de Polar Front pour passer sur une propulsion diesel électrique avec des moteurs aux normes actuelles et au goût du jour en termes de performance énergétique. Et il y a vraiment eu énormément d'avancées entre 1976, date de construction du navire, et aujourd'hui. Et il y a un vrai intérêt à faire cette transformation et nous y travaillons activement. Dans les actions concrètes aussi, on limite autant que possible les transports, les plateformes logistiques en s'approvisionnant de plus en plus avec des partenaires en direct qui sont souvent des producteurs locaux et ça limite les allers-retours en semi-remorque sur les routes de notre beau pays. Euh, et pour finir avec l'attitude verte, je pourrais pas en dire beaucoup parce qu'il y a encore beaucoup de données confidentielles, mais avec l'équipage, on commence à travailler de plus en plus activement sur un projet de deuxième navire qui sera un navire particulièrement écologique et qui permettra de découvrir les régions polaires avec, si possible, un impact proche de zéro. Ça demande beaucoup de travail et de réflexion, mais je suis certain que nous allons y arriver. Et aux côtés de la science, donc effectivement, Polar Front a un passé de navire scientifique puisqu'il a alimenté les bases de données météorologiques mondiales tout au long de sa première carrière. Et nous avons souhaité maintenir ce partenariat avec la science. Donc nous avons une station Météo France à bord qui émet en permanence et l'équipage aussi peut saisir des informations, celles que les ordinateurs ne peuvent pas voir. Comme l'observation des nuages, par exemple, ou de la houle. Et nous essayons de développer, c'est pas toujours évident, car les calendriers des scientifiques sont compliqués, mais nous essayons de développer l'embarquement de scientifiques à bord. Et
des relevés de données aussi, que ce soit dans la mer ou dans l'air. Voilà, je vous laisse reprendre la main pour les questions-réponses. Ok, ben, on est presque on avait dit jusqu'à 15 heures, donc on est pile dans le timing. Il y a Anne-Paul qui nous a demandé de pouvoir redire un petit mot. On restera en contact pour d'autres questions. On a reçu trop de questions, on n'a pas pu tout gérer, mais Yann, on vous les retransmettra. Ça y est, Yann a enlevé la caméra déjà, mais un immense merci Yann pour votre temps aujourd'hui et puis votre accueil à bord aussi. Et Yann Paul, vas-y, tu as autre chose à nous dire? Ouais, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que pour les gens qui, je sais pas, peut-être plus au lycée qu'en maternelle, mais qui cherchent encore un peu ce qu'ils veulent faire après le bac, ou voilà, moi j'habite en Bretagne et j'étais quand même assez tourné vers la mer avant de avant de faire ce métier-là. Mais j'ai plein de potes qui habitent pas du tout près de la mer, qui se sont lancés là-dedans. Et je trouve que voilà, c'est une bonne formation qui derrière, si l'école nationale supérieure maritime là, ça donne un diplôme d'ingénieur. Donc si on en a marre de naviguer et d'avoir des rythmes un peu spéciaux, on peut toujours aller bosser à terre. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne formation qui fait découvrir plein de choses. Donc on a des métiers où à la fois il faut réfléchir et mettre un petit peu et travailler aussi avec ses mains, ce qui est assez rare, je pense. Dans les milieux d'ingénierie en gros. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, faut pas hésiter. Et c'est pas parce qu'on connaît pas la mer ou les bateaux qu'on peut pas s'y mettre. Ouais, merci beaucoup Yann Paul, c'est super. C'est une super conclusion, merci. Ouais, merci à Latitude Blanche, à Yann, à Océane, à Raphaël, Ombline et tout ça, c'était super de vous avoir avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions. On n'a pas répondu à toutes les questions, donc posez vos questions sur le forum du site internet. On récupérera les questions, on vous répondra soit en direct par écrit, soit on ira poser les questions aux spécialistes qu'on rencontrera sur place. On vous ramènera les vidéos, des réponses pour entrer. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. Voilà, merci beaucoup à tous. Ouais, merci pour ce temps-là. C'était vraiment super. On a réussi à avoir tout le monde, même les plus lointains. Et voilà, je redis ce qu'a dit Eric. Si on n'a pas répondu à votre question aujourd'hui, n'hésitez pas à la reposer sur le forum. Éventuellement, ça prendra un petit peu de temps pour y répondre parce que si on doit aller chercher la réponse au Svalbard, c'est au mois d'avril de l'année prochaine qu'on y sera. Mais on fera aussi des petits posts de blog régulièrement pour répondre à celles qui sont les plus accessibles et les plus faciles. Merci beaucoup de votre intérêt. Merci aux enfants. On n'a pas interagi directement avec vous, mais on pense à vous derrière l'écran. Et on essaiera peut-être de refaire d'autres visios aussi Ouais. dans l'année. Voilà. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. On vous remercie bien et à bientôt. Et on vous laisse vous déconnecter tranquillement. Et le replay sera disponible. On a enregistré et on mettra en ligne le replay de la visio aussi. Merci. Bye bye, merci.